Uh, Good day. This is our last session for our Group B with the French course, and I apologize for speaking English, but the session will be done by Frederic Cohen in French. So great. So welcome, Frederic. Go over to you. Bonjour à tous. Voilà, je vais donc vous présenter cette dernière session de cours pour la Virtual School on Internet Governance, présentée avec notre ami Glenn. Je le remercie pour son invitation. J'espère que les informations qu'on partagera ici seront profitables à tout le monde. Voilà, déjà, je me présente avec cette photo sur laquelle, en fait, je suis en train de participer à une campagne de dons pour l'UNICEF. On essaie de rassembler des fonds puisque je travaillais en tant qu'étudiant dans une université à Paris, Jussieu. Donc, je suis ici dans une station de métro à Châtelet-Léal. Et donc, c'est pour les enfants qu'on offre des jouets, des objets éducatifs, en souhaitant récolter des dons et pour aider le maximum de personnes dans le monde. Donc voilà, quand j'étais étudiant donc, en sciences physiques, en mathématiques. J'avais été élu aussi, c'est une expérience qui m'a permis de continuer vers la politique en m'intéressant au financement des services publics, qui est un objectif important de la recherche scientifique à l'heure actuelle en France. Aujourd'hui, je travaille pour le Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui fait partie du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. Je travaille avec un groupe de recherche qui s'appelle la Coalition dynamique pour des technologies de santé. Nous avons ensemble écrit un livre qui se trouve en ligne sur le site de l'IGF, dans lequel nous avons écrit collectivement des articles scientifiques. Ce livre s'appelle DCDHT, des questions de santé. Quelles sont les technologies qui dirigent le changement dans la santé? Et c'est pour une communauté de pensée. Ce livre a été écrit en partenariat avec des représentants du secteur académique, en recherche, en sciences économiques, en médecine. On a abordé la question des financements, de traitement des patients, du soin dans les hôpitaux. Et pour tout cela, les questions sur les données personnelles, leur gestion, leur acquisition, la transmission aux administrations centrales sont des questions qui concernent le service public de manière préoccupante. Et la conception de logiciels adaptés est en développement. Ceci est un email que j'ai reçu de la part du DSA. Donc, cette adresse correspond à celle du bureau du sous-secrétaire général du département des affaires économiques et sociales. Il m'a été adressé en 2020 de la part de M. Liu Zhengming, qui est un diplomate chinois. Ce mail m'a proposé de rejoindre une équipe qui constituée de chercheurs, d'élus, de représentants clés de la société civile, du secteur privé également. L'objectif de cet appel est de rejoindre un groupe d'utilisateurs qui participent à la prise de connaissances liées à des données et des publications du département des affaires économiques et sociales. Ce mail date de 2 ans et est toujours intéressant, notamment parce qu'il donne une structure de ce qu'on va plus tard découvrir ensemble, qui forme le MAG, c'est-à-dire le groupe de multipartenaires de conseil pour le Forum sur la gouvernance de l'Internet. Là, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est une affiche que j'ai reprise sur Internet via Facebook sur la page de la plateforme pour les objectifs de développement durable. C'est une image qui date de 2020 qui présentait le lancement par le DSA, le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, du
et avec la participation de la division pour des administrations publiques et de gouvernement numérique. Le rapport qui a été compris dans cette publication présentait l'ensemble des recherches et des développements apportés, en particulier dans la gestion du Covid, car l'accumulation de données des services de soins qui était liée d'une part aux États membres, de l'autre à des gestions des équipements, des services adaptés, en combinaison et en comparaison pour les différents pays du monde. C'est un rapport qui a été très utile dans son partage, puisqu'il permettait de confronter les données et d'apporter des méthodes vers les différents sites et logiciels qui se sont développés durant cette période. Selon l'histoire des ODD, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce lancement a été intéressant parce qu'il permettait de mettre en avant le DESA, qui était une agence de l'ONU qui a pour mission de conseiller les gouvernements dans leur adaptation aux objectifs de développement durable. Cette politique climatique et de gestion de l'environnement avait été listée donc, par le mandat de Kofi Annan dans le début des années 2000. Et il a changé de nom, il s'appelait au début les objectifs du millénium. Et ils ont, à partir d'ici, connu un développement important pendant la période de panique. Et cette période de Covid a été aussi une transition dans la façon de gérer les affaires sanitaires au niveau mondial, avec ces différentes administrations qui se sont succédées au cours des années. Pour ma part, concernant mon expérience professionnelle, personnelle, et avant de découvrir l'ONU de l'intérieur, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la recherche, auprès de différentes associations et ONG. Une partie importante de mon expérience a été de contribuer à la rédaction du portail Culture sur l'encyclopédie Wikipédia francophone, qui concerne aussi bien l'enseignement à la recherche en France qu'au Canada et la moitié de l'Afrique de l'Ouest aussi, ce qui représente une certaine part pour la francophonie d'exister en tant qu'agence, en tant qu'agence intergouvernementale pour se représenter dans le monde. Et donc l'impact de cette lecture est assez considérable dans la fin des années 2000. Et notamment parce que sa présentation, dans les premières recherches qu'on faisait sur Google, de présenter une page Wikipédia assez rapidement, ça a donné de la visibilité car en plus au site et qui a connu un lancement très rapide avec une présentation en première page sur un arbre construit de parenté entre les sciences et la recherche. Donc voilà pour ce premier point. Le second point qu'on remarque sur mon parcours est d'avoir travaillé dans des ONG qui défendaient l'utilisation du cannabis médical et récréatif, et notamment en prenant un pied levé sur cet usage dans la recherche. Et c'est une comparaison par rapport aux autres drogues stupéfiants qui sont interdites sur les conventions de l'ONU et dans le monde, et qui connaissent une gestion auprès de malades très importante, notamment dans les hôpitaux psychiatriques, de soins de santé mentale, de rééducation aussi par la recherche, et un accompagnement social qui reste maintenu entre anciens usagers, patients et médecins soignants. C'est cet aspect que j'ai rencontré, mais il y a aussi tout ce qui est question de sécurité et de cybersécurité, de lutte contre le trafic transnational, qui lui s'accompagne de négociations diplomatiques entre les délégations au sein des agences et des instances de l'ONU dans le monde. Enfin, une expérience que je vous présente et mets en avant est celle que j'ai effectuée pour le ministère de la Recherche en France,
grâce à mes profs en fac, puisque je suis toujours un cursus d'enseignement en même temps, lié à l'automatique et à la robotique. Cette mission concernait l'analyse des capacités de recherche publique en robotique à l'international, en comparant des budgets, des descriptifs de projets qui concernaient la recherche dans les universités, en s'intéressant à la France d'abord et en comparant la place de celle-ci par rapport à l'Europe et encore autrement dans le monde. Travailler dans Wikipédia, pour moi, ça a été d'abord un projet qui a été emmené par la transmission entre les différents liens qu'on retrouvait sur le web, après avoir découvert le site, après avoir fait mes premières recherches Google qui m'ont amené à m'intéresser à des pages à lire directement dans l'encyclopédie. Un lien se crée entre les utilisateurs qui se mettent à échanger sur les forums avec des chats. Et la création de ce projet est venue d'une discussion entre le groupe qui s'intéresse à la sociologie et moi, donc sur une des pages d'échange. L'idée alors était de regrouper et d'organiser les connaissances dont on disposait ensemble sur une aire géographique plus ou moins étendue sur le monde qui se connectait grâce à Internet, d'assembler des connaissances et de les organiser. On les a d'abord présentées d'une façon thématique, en proposant des aspects généraux, très généraux, comme l'art, les sciences, les langues, des choses qui se sont rajoutées par la suite. Et on a cherché à lier tous ces différents projets ensemble, c'est-à-dire à les rapprocher, trouver comment on pourrait établir pour eux une gestion commune de tous ces éléments. Et donc de chercher les différences et les généralités, points particuliers des différents intervenants était une partie importante de ce projet dans sa gestion en tant que ressources humaines. Parce qu'on était toujours à contact, toujours des bénévoles qui se regroupaient pour rencontrer éventuellement des enseignants ou des politiques et des médias. Et donc, cette communauté de métiers qui s'est formée pour cette expérience était très particulière. La deuxième chose qu'on a appris en travaillant sur ce projet, c'était des connaissances scientifiques et académiques très importantes au plan fondamental concernant leur assemblage et leur usage pour la robotique. Donc, on commence par remarquer des disciplines primordiales dans ce développement. Et la construction qu'on en retient est un mélange de comparaison entre l'humain et la machine sur un premier aspect. Et deuxièmement, sur des fonctionnements qui sont à comparer et à réutiliser pour adapter dans différents terrains, situations, que ce soit la recherche sur Mars, l'exploitation de sols lunaires, la défense, la santé, toute l'éducation. Tous ces domaines de la recherche sont appliqués pour la robotique avec évidemment le développement industriel de production de machines-outils qui servent à construire par eux-mêmes d'autres machines. Un autre aspect qu'on retient de cette expérience en travaillant sur Wikipédia sont les partenaires qu'on rencontre. Certains ont des connaissances très spécifiques et approfondies sur des domaines très particuliers de l'encyclopédie et l'origine des sources qui viennent des connaissances qu'on apporte peuvent être assez variées et intéressantes. On rencontre donc des spécialistes quelquefois de l'ONU qui donnent une définition pour l'UNESCO ou encore qui décrit des techniques utilisées pour l'OMM en météorologie ou pour les télécommunications. On voit aussi des campagnes de soutien qui sont associées au travail dans l'encyclopédie même,
qui correspondent à la signature d'engagement et de contrat entre le dirigeant de l'ONU et de Wikipédia pour, par exemple, la véracité des données, la fiabilité concernant la lutte contre le Covid avec l'OMS, mais aussi l'ECOSOC, Conseil économique et social, qui donne de son leadership pour adapter toute cette main-d'œuvre de volontaires qui viennent se former à travers Wikipédia. La réception et critique de l'émission de ce contenu culturel a été pour moi en première impression de remarquer une importante stabilité, ainsi qu'une lutte contre le vandalisme et des améliorations collectives qui ont été apportées. En second lieu, un impact remarquable a été lié aux échanges médiatiques qui se sont enchaînés, notamment en remarquant quelques années après l'apparition de celui-ci, certains marqueurs artistiques, créatifs, qui donnent une amplification dans les médias, avec notamment un système de réception et d'échange sur certains titres, et une critique qui est relevée par cette signature qu'on utilise, puisque en fin de compte, on n'a pas d'autre moyen de signaler notre création. Puis, quand on utilise un pseudonyme, ce qui était mon cas quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, donc on a retrouvé une compréhension et une écoute à travers différents canaux, et de là d'autres enjeux et les mouvements sociaux qui ont été liés à cette première écoute, notamment par le calendrier, comme la crise financière de 2008. Celle-ci a encore aujourd'hui des effets sur notre économie au niveau mondial, puisque la loi de l'offre et de la demande et tous les modes de production qui en découlaient se sont retrouvés à changer d'orientation rapidement par des manifestations de grande ampleur qui se sont fait reconnaître par un suivi de niveau mondial, avec des noms de franchises, d'enseignes qui se franchisent à travers l'espace. Voilà, les films qui sont associés aussi, puisque on a une critique qui se transmet par les différents médias qui autrefois étaient cloisonnés et qui, à ce moment-là, interagissent grâce au clavier qui connecte les écrans, qui vient d'être apporté pour la première fois grâce à une décennie d'Internet pour le grand public. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les pays occidentaux. On garde en même temps les données économiques et politiques qui sont liées à ce qu'on a appelé la crise des printemps arabes, avec des mouvements de révolution dans des pays comme la Libye et la Syrie, qui ont vu leur économie basculer dans des révoltes et des changements de régime au niveau des gouvernements. Les opérations de l'OTAN aussi, qui se sont transmises via la collection des données qui a été diffusée informatiquement, et l'engagement volontaire des militants à travers le monde a changé d'orientation de façon brusque. En même temps, on connaissait les révolutions de couleur du côté de la Russie, de la Géorgie, de l'Arménie, qui avait une période de conflit qui s'est développée durant cette période d'information accrue, avec des déplacements rapides des équipes et de leur matériel sur le territoire. Grâce à de nouveaux défis qui se sont ouverts pour le monde, de la guerre avec l'effet de cybersécurité et les connexions rapides qui se sont faites au niveau du grand public, ont poussé à avoir au niveau politique une transition qui suivait les échanges du terrain au plan militaire et l'avancée des troupes, notamment, qui étaient toujours signalées
au peuple, le transfert de matériel et de logiciels qui permettent d'obtenir le contrôle d'un équipement à l'étranger. Tout ça, ce sont des technologies qui sont développées, qui ont connu un fort soutien dès le début des années 2000. Donc, voilà. Donc on se souvient des groupes et des affaires qui leur sont liées, comme Wikileaks et Anonymous. Voilà, les États membres aussi ont développé leurs logiciels, comme le logiciel Pégase, d'autres marques comme ça qui ont pu se créer grâce à Internet et faire partie du domaine de la défense. Concernant le DSA lui-même, l'année 2007 a été celle à laquelle le premier diplomate chinois s'est placé à la tête, sachant que depuis cette date, ils se sont remplacés continuellement à ce poste. Donc ça faisait partie de la critique des médias, qui était une critique postmoderne du productivisme, qui manquait d'écologie, de reconnaissance au vivant, le fait que les industries qui étaient engagées dans la surconsommation et le blanchiment, qui maquillait énormément par sa communication ses frais de développement, a connu un changement. Dès lors où la centralisation majeure des productions industrielles dans le monde était en Chine, l'engagement des marques au niveau occidental s'est trouvé critiqué, désuet et progressivement abandonné. C'est comme ça qu'aujourd'hui on en arrive à une présentation plus équilibrée entre ceux qui demandent de l'écologie et du développement industriel et en même temps d'avoir un compromis qui soit en discussion entre les différentes parties et les États membres à l'ONU. Dans mes autres expériences scientifiques, j'ai travaillé en partenariat avec la mairie de Paris et la CEPAM, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie du système de sécurité sociale national français, avec une association donc, qui était partiellement financée par ces organismes publics, dans le but d'obtenir un accueil et une écoute de malades d'addiction qui consommaient un usage de médicaments de façon non contrôlée, qui avaient besoin d'un accompagnement plus spécifique. Donc, le traitement de la dépendance et la rééducation auprès des associations Cannabis sans frontières et ASUD, qui est l'association d'autosupport des usagers de drogue. Les publications communes ont permis d'avoir des échanges qui ont facilité le travail de ces deux organismes à vocation sociale, premièrement, d'accompagnement pour un domaine médical auprès d'un type de malade assez spécifique. Et mon expérience à leur côté a été de réaliser l'archivage du journal d'ASUD sur son site internet. Ça a été pour moi l'occasion d'apprendre davantage sur ce domaine, de rencontrer différents types de populations, d'avoir des statistiques de données sur leur mode de vie, leurs échanges, leur consommation. Là-dessus, le processus de communication, aussi bien interne et externe, de ces réseaux, a permis d'améliorer la régulation qui concernait leur accompagnement, le développement d'analyses pour cette problématique est particulière puisqu'elle s'adapte de façon proche à différents cas. Ainsi, pour retrouver un ensemble général d'informations qui concernent les données sur les pratiques de ces consommations et de ces consommateurs est devenu crypté.
C'est pour ça que l'analyse particulière qui s'y rattache a dû faire l'objet de définitions, aussi bien d'algorithmes pour les processus automatisés de fonctionnement, qu'une recherche sur le cloud pour définir leur connexion et leur façon de s'approvisionner, de se ravitailler, de se renouveler. Quelles sont donc les interfaces qui rencontrent avec leur environnement concernant les soutiens politiques, les appuis militaires sur les infrastructures et de sécurité et sur le soin qui est apporté à chaque patient. Donc cet échange très très vaste d'applications sur ce qui concerne des méthodes de gestion informatisées connaît un intérêt particulier. C'est un cas d'analyse et d'étude pour un exemple de recherche qui est très particulier puisqu'il couvre un domaine assez large de fonctions. Et la gestion et la centralisation est finalement toujours la même jusqu'à ce qu'on arrive en proche, que ce soit un patient ou un soignant. L'adaptabilité qui correspond à chaque cas et son étude. Notre façon d'aborder tous ces calculs est de voir comment réagissent les États membres à la prévention de certaines dérives dans les comportements et quelles sont les statistiques qui recouvrent aussi bien la population de patients que les ressources qui peuvent être apportées par les citoyens et les États membres par leur travail, par leur méthode, par la production, pour que le service public soit toujours en recherche et en progrès dans son traitement de la dépendance. Cette deuxième phase de rééducation, d'enseignement par les professionnels, est aussi très importante puisqu'elle permet d'inscrire dans la durée l'implémentation des politiques publiques sur un territoire, que ce soit un territoire dans une région géographique ou pour un domaine thématique de recherche. La particularité des associations avec lesquelles je travaille, c'est qu'elles permettent d'avoir des échanges et des rencontres avec l'ONU dans les différentes instances, notamment avec l'ONU-DC, qui avait proposé cette campagne de développement alternatif pour redresser les productions et les récoltes en culture dans le domaine du café. C'est une campagne qui a eu un grand retentissement, aussi bien concernant l'Amérique latine que l'Afrique, ou l'Asie du Sud-Est, des régions en développement qui obtiennent de l'ONU un management de qualité supérieure avec un niveau de standard très élevé. Donc, les produits agricoles de base qui sont encouragés concernent aussi bien le café que le blé, le soja, des exemples typiques que pour le thé ou la viande, les légumes. Donc, il y a des éléments de base qui savent être produits ailleurs dans le monde. On rencontre de temps en temps quelques invitations pour des sommets de l'ONU où il est question d'agriculture mondiale et de sécurité alimentaire. En cela, le DESA et sa section financement proposent une rencontre concernant les investissements de façon périodique. Et c'est un ensemble de séminaires qui permet de réaccompagner le leadership avec le leadership de l'ONU, les pays en voie de développement qui ont connu des crises et des instabilités liées à toutes ces menaces
banditisme, d'avoir un nouveau souffle et un départ vers une production plus raisonnée et raisonnable, dans le sens où la Chine apporte du personnel qui fait des démonstrations de matériel au plan de la gestion des organismes publics de production agricole, que dans les centres de traitement des produits et les données informatiques qui les concernent dans tous les domaines, en personnes, en produits, aussi bien qu'en consommateur qu'en producteur, qu'en intervenant extérieur. Et la preuve en est de ce développement rapide dans les progrès, dans le partenariat, c'est que les pays concernés payent leurs dettes concernant le financement pour les investissements de départ et de recherche et la formation du personnel. Deuxième fait qu'on remarque, c'est que non seulement ces pays payent leurs dettes, mais qu'également les pays fournisseurs peuvent en annuler une partie dans un risque commercial qui est une pratique qui se constate. Ainsi, la Chine a apporté toutes ces références là où, depuis de nombreuses années, des pays comme la France ou les États-Unis en Europe et l'Europe avaient des difficultés à solder la dette africaine d'une façon nette et tranchée. Donc, ce remaniement, ces mouvements dans le management ont permis d'apporter un nouveau souffle et donner un nouvel élan pour le commerce et l'économie dans toutes les régions du monde. C'est ce qu'on appelle l'initiative des nouvelles routes de la soie en Chine, qui permet d'accompagner par des investissements financiers, par exemple en sommet des BRICS ou du G20, l'exemple de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures qui s'est lancée au cours de la décennie passée. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle se passe en parallèle des rencontres internationales et qu'elle touche un réseau mondial de signataires, partenaires, et que le monde entier en récupère un profit intéressant. Une conséquence aussi brutale et qui est directement liée à ce renouveau de l'e-commerce et de télétravail pour les agences de l'ONU est le retrait des armées aussi bien en Afghanistan de la part américaine que l'armée française au Mali, dans le sens où ces régions du monde étaient saturées par les trafics et les échanges commerciaux qui sont très bien régulés dans certaines parties du monde, connaissaient certains dysfonctionnements dans ces régions du Moyen-Orient et de l'Afrique saharienne à cause des difficultés régionales et d'un suivi surtout entre les services et les produits en dehors de ces frontières. Maintenant, donc, on va aborder de façon plus générique un autre sujet, c'est celui que j'ai traité avec le ministère de la Recherche à Paris. Il concerne la robotique à l'international et ses différentes applications. Les sources sont le plus souvent universitaires, c'est-à-dire que c'est ce que l'on prépare dans le domaine de la recherche académique de différents pays qui sont cités notamment sur une étude qui s'est appuyée sur un rapport fourni par la Fédération internationale de robotique. Là-dessus, les données qui sont montrées, ce sont celles de la recherche dans des pays d'Europe, des États-Unis, de la Chine, notamment,
mais aussi d'autres pays proches, comme la Corée et le Japon, qui ont apporté les données liées à leur gouvernement dans le domaine de la recherche en robotique. Alors, les applications concernent essentiellement trois parties, l'éducation, la santé et la défense. Là, c'est dans le domaine des applications, c'est-à-dire vers quoi va s'orienter notre recherche dans la construction d'instruments et dans l'apport de méthodologies et les objectifs qui sont visés par cette production. Il y a aussi un exemple particulier qui est celle de l'industrie de la manufacture brute d'équipements matériels et qui est donc la production de machines-outils, qui est un exemple en elle-même, dans le sens où la reproduction en série est une tâche difficile et fatigante et qu'il vaut mieux avoir créé des robots qui manipulent du matériel parfois lourd, difficile ou qui puisse former un ensemble, une construction solide qui résiste à différentes conditions comme la pression, la chaleur, l'humidité, qui sont donc des contraintes physiques et matérielles. Et le domaine le plus appliqué aussi pour la robotique va être la défense, comme les drones, les véhicules autonomes, le modèle exploratoire, celui qui ne comprend pas d'armes, c'est-à-dire qui se déplace sur un territoire, effectue des repérages, se situe au niveau opérationnel, que ce soit sur terre, air ou mer, et d'avoir différentes marches aussi qui soient étudiées, donc que ce soit pour former des robots androïdes, que ce soit des androïdes complets ou des exosquelettes partiels dans le but de transporter des charges. La conquête sur l'espace, c'est un milieu particulier à explorer. La recherche aux États-Unis sur Mars ou en Chine sont des exemples qui nous sont rapportés, dans le sens où on pourrait voir différents modes de fonctionnement avec des cabines qui comprennent un air pressurisé pour ceux qui se déplacent sans combinaison et d'autres modules qui, eux, seraient comme ouverts, mais on demanderait de porter un scaphandre dedans. Donc ça, c'est des applications exploratoires pour l'espace qu'on a connues d'abord en Occident avec le leadership de la NASA et des États-Unis. Ensuite, on a l'accompagnement du Canada qui prévoit d'élargir ses partenaires en présentant une approche commerciale de sa reconnaissance et des marques. Qui est par là même un alignement de pays partenaires, notamment dans la région du cercle arctique européen, et des agences spatiales européennes qui s'associent à cette recherche. Ce qu'on remarque ensuite, c'est que l'essentiel des infrastructures d'études, que ce soit en design et en management, de la recherche se situe en télétravail actuellement, et que ce soit pour la conception et la production, avant tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la recherche de partenariats qui échangent d'un côté des informations, du matériel de l'autre, et qu'il y ait une redistribution, dans ce cas-là, de tout ce qui existe, aussi bien en produits qu'en services, par des logiciels notamment, qui sont, dans ce cas-là, amenés à évoluer et à se créer de façon à être configurés sur un mode le plus partagé possible. Les influences régionales auxquelles on va s'intéresser aussi ici, c'est celle entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'un côté, et de l'autre, la Russie et la Chine, notamment la Chine qui a des partenaires partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Russie,
et développe son activité avec l'Afrique et l'Amérique latine, notamment ce rôle du DESA, du département des affaires économiques et sociales de l'ONU dans le monde, qui est un regroupement administratif essentiel de la gestion des affaires dans le monde. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est de voir les échanges entre les États d'abord, entre les grandes puissances notamment, et la prise de décision qui est faite à l'ONU, au Conseil de sécurité, d'engager un regroupement mondial et planétaire d'une voie de développement, concernant l'approche scientifique des méthodes et de l'instrumentation qui est apportée et quelle est la contribution et le rôle de chacun des intermédiaires dans ce cas. Certaines zones d'échange sont plus actives et plus dynamiques. On regarde d'un côté le cercle polaire qui rassemble au nord de tous ces pays, plus la Chine, qui est quand même un acteur régional très très proche, avec Vladivostok et ces routes de la soie polaire qui se rencontrent, par exemple, au MIT, donc sur une route brève et qui est rarement discutée, mais dont l'existence est très importante pour la communication entre les grandes puissances parmi les pays du Nord. Et il y a aussi au niveau du sud, de l'Asie du Sud-Est, qui est le forum, comporte plusieurs forums comme l'ASEAN, l'APEC et l'accord transpacifique, dans le but de communiquer entre le port de Shanghai et les différents ports du monde, que ce soit le collier de perles sur l'océan Indien ou la Californie et l'Alaska à travers l'océan et la Polynésie, le traité sur AUKUS qui fait discussion, crée un ralentissement de toutes ces discussions et ces dialogues qu'on attend dans les forums sur les business et les affaires pour le développement commercial et économique mondial. On remarque aussi que la COP cette année s'est constituée en parallèle de l'Import-Expo de Shanghai, qui était une organisation assez similaire, mais dans une région beaucoup plus caractérisée et formée par une langue aussi qui est connue finalement que de plus en plus par les professionnels et les diplomates ambassadeurs qui fréquentent ce forum. Parallèlement, on avait aussi constaté le Forum de Paris pour la paix qui était concomitant à cette COP27 de Sharm el-Sheikh. C'est un événement périodique aussi qui est apparu avec le président Macron et qui permet de dialoguer concernant les objectifs de développement durable et les influences régionales, le rôle de chaque acteur dans le développement économique. Aujourd'hui, comme on en est avec l'EDICI, c'est la coalition dynamique pour des données dirigées sur les technologies de santé. C'est le nom du livre qu'on a écrit ensemble. Personnellement, j'ai écrit un article concernant la cybersécurité. Celle-ci regroupe donc pour le forum sur la gouvernance de l'Internet différents aspects qu'il convient de présenter en séparant d'abord une analyse technique, matérielle des équipements, donc un relevé sur les matériaux, les mouvements entre les pièces, l'alimentation et l'électronique qui concerne la gestion des données sur un appareil. Dans une autre partie, on s'intéresse à la création de logiciels, c'est-à-dire l'étude dans un environnement de développement
de logiciels d'intelligence artificielle et les algorithmes de procédés et de processus qui sont des données de changement qui sont dirigées par la syntaxe et tous ces réseaux ensuite d'interfaces entre l'homme et la machine qui ont besoin de se connecter pour créer par enchaînement une séquence d'instructions que va lire cet environnement, ce logiciel qui le compile et l'exercer sur, par exemple, un équipement robotique Android concernant une tâche à appliquer. Là, les différentes machines qu'on développe concernent différents secteurs. Ça peut être l'agriculture dans les champs avec des arrosages, des ensemages, des récoltes, un labourage qui comprend différents niveaux d'avancement. Donc, la compétition dans le monde se resserre. Il s'agit d'avoir des appareils le plus autonomes possible, qui changent peu souvent d'instruction, car la programmation est fastidieuse. Et donc, la connaissance du terrain est très importante. La construction d'immeubles aussi peut donner ce type d'exemple. Il y a toujours la production en 3D d'objets en série et les volumes d'entrée-là qui peuvent en ressortir. Le traitement intermédiaire de produits, de machines, de biens, de services, quand il s'agit de logiciels, est aussi entre aussi dans le commerce et de l'outillage de ce qui doit être un préalable à une conclusion heureuse dans les affaires. Les données de santé, ça concerne aussi les biotechnologies. Dans ce cas-là, on s'intéresse à trois aspects du développement industriel qui concernent les populations et les gouvernements. Ils sont dans le domaine de la santé, de l'énergie et de la défense. D'abord, concernant la santé, les biotechnologies qu'on conçoit de développer sont celles qui s'appliquent au soutien de la posture humaine, car le vieillissement qui se voit dans les statistiques concernant la population montre des difficultés à faire certains mouvements dans les efforts, et notamment la posture debout, la marche, des stations difficiles à maintenir, la vision 3D qui doit se faire par étapes. Donc tout ça sont des besoins de santé particuliers qu'il faut prendre en compte et reconnaître afin d'adapter des pratiques et des conduites à risque lorsque les mouvements se font difficiles. Des maladies typiques qui existent sur le dos, le genou, les hanches, des chaussures spéciales qui peuvent être demandées. Donc, tout ça, c'est des connaissances médicales qu'il faut avoir sur soi-même et des dossiers administratifs qui puissent être suivis. Et donc des données de santé qui soient traitées conformément à la réalité des faits et ce qui peut être attendu collectivement dans une organisation qui s'intéresse au business et aux affaires. Dans ce cas-là, la prévention et la gestion des risques est une conduite à maintenir pour tous les professionnels du secteur public, comme de la santé privée en cabinet. Voilà, quelque chose de normal. Il faut savoir qu'il y a des différentes technologies qui sont appliquées pour cela, notamment dans la pression du corps dans l'air quand il avance ou quand il se porte ou quand il doit faire un effort musculaire, sur le fait d'avoir des pompes de pression de l'air entre le corps et son environnement. Donc, la gestion de la ventilation, dans ce cas-là, et des aérations qui sont faites dans les bâtiments est quelque chose de primordial, de très important. On reviendra dessus, mais il s'avère que différents jugements
ont montré l'importance de la rigueur et de la discipline dans cette gestion. Voilà, donc on arrive à ce transparent, la question de l'eau. Quand on dit qu'on a des échanges entre notre corps et notre environnement à travers l'air, il faut savoir qu'il y en a d'autres vecteurs de changement qui passent par l'air. Ça peut être le trafic routier en ville qui est très sonore et bruyant. Ça peut être aussi les conduites d'eau dans les immeubles et le matériau qui par pression fait du bruit et éventuellement fait des vibrations dans cet ensemble qui se remarque et se gère par une administration digitalisée de l'ensemble de ces canaux de diffusion. Donc la compréhension de notre air au niveau physique comme un gaz qui subit des pressions et effectue des vibrations est quelque chose de très important puisqu'on va modéliser le signal ondulatoire, qu'il soit sonore ou inaudible, à travers notre air de différentes façons. Et c'est bien pour les professionnels du secteur de s'entendre sur un langage qui puisse être déterminé ensemble de façon à ce qu'une juridiction au niveau international puisse obtenir l'implémentation d'une réglementation qui, dans ce cas-là, s'appliquera plusieurs fois. Ce qu'on comprend des vibrations dans l'air à travers les matériaux, c'est d'abord une gestion climatique et écologique de l'environnement en milieu urbain, donc par des acteurs des grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et une gestion institutionnelle citoyenne de la pollution par le bruit et les autres vibrations dans l'air. Le fait de stimuler une fonction du corps par pression à travers la peau sur un muscle engage une ventilation. Et une ventilation, ça se fait par différents moyens de soutien, donc ce qu'on appelle en fait simplement des tuyaux, mais des tuyaux dont on a besoin pour acheminer de l'air. Il faut se rendre compte aussi, c'est que les tuyaux d'eau dans les immeubles achemine de l'air dans le sens où il le fait bouger et exerce des vibrations. Donc les tuyaux d'eau sont aussi un moyen d'échange et d'interaction entre l'environnement et les populations. Ça permet à la fois de soutenir la communication et la mobilité. On connaît une entreprise de communication très importante dans le secteur des médias et des télécommunications en France, qui s'appelle le groupe Vivendi, qui contient Canal+, qui présentait ses émissions politiques Les Vignoles de l'Info, mais aussi des émissions sur ses limites, comme Touche pas à mon poste, des médias de divertissement, qui ont une activité très très orientée, donc en cela dans les médias, et qui présentent la particularité d'avoir historiquement inclus dans leur groupe la gestion de réseaux de distribution d'eau. Donc, ce domaine a connu récemment quelques changements, puisqu'il y a quelques années, ce groupe a éclaté, gardant Vivendi sans son eau et uniquement avec ses médias et sa communication. Le groupe qui en est extrait, Veolia, est devenu un sous-traitant global de plusieurs acteurs dans le domaine des médias, des voyages et des transports. Et un nouvel arrivant sur ce groupe est le géant asiatique Tencent, qui s'occupe de créer du logiciel, puisqu'il est rentré pour 10% au capital du groupe Vivendi. Donc,
Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un paysage qui connaît une technologie très particulière et qui a des acteurs attitrés et qui aujourd'hui a besoin d'ouverture avec un arbitre international comme son est présenté la Chine. Et on attend de connaître sur la durée les effets de ces actionnariats communs. Pour présenter encore cette technologie de vibration par les tuyauteries d'eau dans les infrastructures, je vous montre cette image que j'ai prise sur le Facebook du UN Genève et qui montre le Peace Gate qui permet d'avoir un accès facilité au Palais des Nations pour aussi bien le staff que les visiteurs. C'est un accès qui facilite aussi celui des personnes à mobilité réduite. J'espère que ça vous parle, c'est cette inauguration qui est brillante avec des tuyaux latéraux, verticaux, qui montrent comment on monte et une ascension donc en soutien qui rappelle par sa couleur celui des tuyaux d'eau et la communication de vibration par pression à l'intérieur de ceux-ci et entre eux et entre les humains. Dans le domaine de l'énergie, une innovation qui est très attendue aussi, c'est celui de la centrale solaire spatiale, qui permettrait d'avoir une énergie sans fil par l'intervention de radiofréquences, mais qui nécessiterait l'établissement de normes de connexion. C'est une technologie qui est très attendue, elle est développée par la Chine dans sa communication, au niveau des médias. Elle prévoit de donner un coup de boost et de servir d'exemple dans son développement à des pays comme le Royaume-Uni et aux États-Unis pour les différentes PAC qui ont essayé d'avoir une recherche qui va dans ce sens. Donc l'harmonisation et le leadership que nécessite cette technologie de pointe, à commencer par la collecte de terres rares et la métallurgie, dans sa fonderie lourde, connaît quelques obstacles et le calendrier apporté par la Chine, qui présente ses attentes pour 2035, est vu comme un sursaut d'énergie en elle-même pour la créativité et la recherche scientifique et technique dans le monde. Donc, ça a beaucoup d'avantages et c'est vraiment très attendu. Donc, les échanges et le partenariat augmentent sur ce centre d'intérêt qui nécessite au final peu d'efforts sur la réflexion scientifique en amont, mais beaucoup dans le détail et la finalisation de tous ces procédés de transformation. Ce qu'on va voir ensuite, c'est la contribution à la défense, qui se fait selon plusieurs aspects. D'abord, le volontariat des populations civiles et des citoyens et citoyennes dans le monde. Ensuite, c'est l'engagement des États membres à une décision pour une politique publique et de financement de recherche concernant le secteur public. Ça appelle à un financement participatif et à un partage des données, une maîtrise des connaissances qui s'apprend dans les universités et auprès des entreprises. Et ensuite, une orientation politique qui soit celle du bien commun pour le plus grand nombre. Donc, l'exemple qu'on a appris avec le Covid était la mise en relation par des plateformes sur des données qui concernent la propagation du virus. On peut en avoir sur ce modèle de différents types qui nous apprennent sur les financements, la production agricole, industrielle, manufacture. L'ensemble de ces technologies se recentre préférentiellement sur la maîtrise des données échangées par radiofréquence
dans le sens où les outils de la cybersécurité sont ceux des technologies nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, avec ici un rôle donné pour nos satellites et nos machines dans l'automatisation des fonctions, sur un contrôle du dérèglement climatique et sur l'emploi des radiofréquences pour tout ce qui est matériel, et des serveurs et des appareils. Donc, la connaissance aussi du milieu pour la transmission et l'évolution par transformation engage une maîtrise du dérèglement climatique dans ses ressources principales. Un autre exemple important est quand on arrive à avoir une politique démographique, d'avoir proposé une politique démographique qui recouvre un partenariat entre les communautés et qui relève d'une réflexion devant les limites de la modernisation occidentale, l'exemple du malthusianisme et ce que peuvent apporter d'autres philosophies comme la modernisation socialiste dans l'esprit du Parti communiste chinois qui fait appel par ce caractère notamment avant-dernier au sens des échanges entre les peuples et dans le sens du lutte contre la vieillissement de la population et de la consanguinité qui affectent principalement les pays enclavés, les pays insulaires, montagneux et les régions rurales éloignées. Donc des efforts de concentration de la population vers les villes se sont effectués et sont à entretenir et se proposent aussi dans la diplomatie à chaque fois qu'on apporte un nouveau partenariat dans un nouveau plan selon une direction et au cours d'un mandat. Des exemples d'installations internationales, il y a eu par exemple celui de la conférence urbaine en Hongrie qui a été critiquée puisqu'elle avait choisi de façon unilatérale et arbitraire une préférence nationale selon des types génétiques. Et cette critique qui s'est faite d'abord au niveau européen et ensuite dans le monde a eu un écho. Il y a des exemples plus intéressants qui ont été apportés, qui sont comme celui de la fête du printemps en Chine, qui propose du matériel produit par cette manufacture et les bons d'achat échangés par SMS, qui sont utilisés en promotion au cours de cette fête annuelle. Et il y a aussi globalement toutes les interactions entre l'Asie et l'Afrique au Moyen-Orient qui montrent une histoire longue dans ce domaine et des traits sont plus manifestes entre toutes ces populations le long des routes de la soie. Important d'avoir une gestion qui, dans ce domaine du développement de la population, peut faire intervenir l'aide de l'ONU par ces différentes agences que sont le Fonds pour les populations, l'Organisation internationale pour les migrations, et on a aussi cet exemple de l'Union internationale des télécoms qui s'appelle P2C, c'est les Partners to Connect. Donc c'est une idée à garder elle donne la parole en particulier aux femmes dans le monde concernant leur connaissance en sciences et en technologie et comment elles peuvent se connecter pour participer au développement et au dialogue entre leur population et les autres qui existent dans le monde. Ainsi, aujourd'hui, on propose un activisme en politique qui regroupe différents aspects. Donc, on cite en premier lieu, c'est la gouvernance multiniveau entre le niveau local, le niveau national et le droit international. Le fait de rajouter l'Europe ou l'Union comme l'Union africaine ou l'ASEAN sont des exemples de partenariats régionaux inter-États qui sont intéressants.
La représentation, dans ce cas-là, des partis et des ONG à travers les médias et les forums d'échange sur Internet et les télécommunications mobiles sont à rapporter et à citer. Donc, le fait de mettre en avant un réseau d'élus, que ce soit au niveau local, ou que ce soit dans les partis ou des présidents d'industrie, ça donne une importance à la visibilité de notre action en tant que réseau d'activisme politique, écologiste. Certains exemples ont montré que l'appui de casque bleu est peut-être nécessaire pour assurer la sécurité sur des lieux lors de campagnes électorales. Différents exemples qui ont montré que la suivi et la coordination par des moyens importants peut être amenée depuis l'ONU sur décision du Conseil de sécurité. Le fait de se concentrer aussi dans le système de l'ONU, ONU-ONG, permet d'obtenir des partenariats auprès des populations et de la sécurité auprès des États membres qui s'engagent à servir sous les bannières de l'ONU. C'est ce que représente aussi cette campagne, l'appel à tous les faiseurs de changement, donc pour les bonnes pratiques, pour les objectifs de développement durable. Ça faisait partie des campagnes du département des affaires économiques et sociales, le DESA, à l'ONU. Donc, savoir qu'ensuite, il a été publié sur leur site un mur qui regroupe les succès concernant les différents échanges sur les meilleures pratiques à avoir dans le cas des universités ou d'ONG qui propose une amélioration sur le climat et les services de rencontres et d'échanges auprès des populations. On a aujourd'hui qui est actif, c'est ce site qui est Act for SDGs, qui présente le festival des objectifs du développement durable. C'est un festival périodique qui a l'avantage de donner de l'espoir et de l'inspiration pour tous ceux qui veulent devenir activistes dans le monde pour l'environnement et sa protection. Ici, je vous montre le meilleur exemple qu'on a retenu, c'est dans la catégorie mobilisée. Elle s'appelle Paola Andrade, elle travaille pour l'ONG Ecuador Dice No Más. Et elle faisait partie des vainqueurs donc, de ce award dernièrement pour son action contre les violences sexuelles et sexistes, les abus et l'exploitation sexuelle, parce qu'elle a voulu transmettre un message et montrer un exemple à travers son association qui montre la résilience des victimes et l'accompagnement socio-médical qui peut être offert dans certains cas. Je vous remercie. Vous pouvez me joindre à cette adresse email pour toutes vos questions. Au revoir, à bientôt. Okay, that was great. Thank you so much, Frederick. I'll save the recording and I'll share it with the students who couldn't join today. So again, thank you very much for your time today.